Ces 4 règles que je suis à la lettre m'ont évité de perdre tout mon argent dans Luna, Celsius, BlockFi ou plus récemment FTX. Et dans cette vidéo, ce sont ces 4 règles là avec quelques explications que je vais te révéler. La première, c'est de posséder l'écrasante majorité de tes crypto-monnaies, entre 95 et 99%, sur un wallet dont tu possèdes les clés privées. Et c'est encore mieux si tu as un hardware wallet qui va bien derrière. La raison là derrière, je pense que maintenant on commence à la connaître finalement. À partir du moment là où tu déposes tes crypto-monnaies sur un échange, et que ce soit un échange gros de confiance comme anciennement FTX ou alors comme Binance ou autre, les crypto-monnaies qui sont déposées sur ces comptes-là ne sont pas les tiennes. Concrètement, ce qui se passe quand tu vas venir déposer de l'argent sur n'importe lequel de ces sites-là, ils vont émettre ce qu'on appelle un IOU, ce qui est l'abréviation anglaise de I owe you. Littéralement, j'ai une dette envers toi. Et cette dette-là, elle va s'afficher sur leur site web, par exemple sur Binance, tu peux regarder, il y a écrit sur tes comptes, tu es censé avoir cette somme-là. Le souci là derrière, c'est toujours le même, c'est une histoire de confiance. Si tu viens déposer de l'argent chez Binance, que tu viens déposer tes euros, à partir du moment là où tu les déposes, qu'ils ont quitté ton compte en banque via un virement, tu n'as aucun moyen d'être sûr que ce qui est affiché sur ton compte, c'est vraiment à toi. On peut t'afficher une certaine somme en crypto-monnaie, mais c'est juste de l'affichage, c'est juste de l'interface. Et c'est la promesse que si un jour tu veux venir retirer ce qui a vraiment de la valeur, eh bien on va pouvoir venir te rendre tes euros. Mais à aucun moment c'est la promesse qu'ils les possèdent là maintenant à l'instant T. Et c'est encore moins la promesse qu'ils l'ont là maintenant à l'instant T sous la crypto-monnaie qui t'est présentée. On en revient donc toujours au même point. Si ce ne sont pas tes clés privées, ce n'est pas ta crypto. Elle ne t'appartient plus. Deuxième point, avoir le minimum d'argent possible sur les échanges. On l'a vu dans le premier point, par définition, les échanges on ne peut pas leur faire confiance. La réalité c'est que si tu veux te servir d'un échange, et ce pour peu importe la raison, parce qu'il y a plein de raisons de vouloir se servir d'un échange. La première, c'est que finalement, c'est très pratique d'utiliser un échange. Tu as envie d'échanger des crypto-monnaies, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas besoin d'utiliser un MetaMask ou autre, ça fonctionne très bien. Il y a certaines fonctionnalités qui sont plus simples à utiliser sur un échange, on est d'accord là-dessus. Il y a même certaines fonctionnalités qui sont disponibles que sur échange, même si ça commence à venir changer avec notamment d'autres sites qui commencent à émerger. Je pense notamment par exemple aux cartes que tu peux avoir, les cartes chez Binance, qui sont assez intéressantes, ou encore aux fonctionnalités Earn qui sont quand même plutôt intéressantes. De mon côté, j'ai une carte chez Binance et j'ai jamais masse thune dessus. Et pour le reste, j'évite au maximum d'avoir beaucoup d'argent sur les échanges. Et la logique là derrière, elle est extrêmement simple. C'est que s'il y a un problème, ce qui va se passer, c'est que tu vas perdre 1, 2, 3% de ta thune, ce qui est loin d'être dramatique. À l'inverse de si tu as tout ton argent au même endroit, là par contre, là ça commence à devenir vraiment craignos. S'il y a un seul souci sur Binance, et crois-moi que Binance est probablement loin d'être aussi blanc qu'il le laisse paraître, eh bien tout ton argent, toutes tes économies, bang, elles sont plus là. La deuxième règle, c'est donc d'avoir vraiment le minimum possible sur les échanges. Et là, toi, peut-être, tu vas me dire, mais écoute, mais moi, je fais du trading, j'ai besoin d'avoir mon argent sur les échanges. Alors, 2 points. Le premier point, c'est que quand tu fais du trading, t'as pas besoin d'avoir l'intégralité de ton portefeuille directement disponible sur un échange. Tu peux avoir seulement un certain pourcentage, le pourcentage avec lequel tu es en train de jouer à l'heure actuelle, et le gros, tes rewards, c'est sur un wallet privé, un wallet sur lequel tu possèdes les clés. Déjà, ça minimise les risques. S'il y a un problème, tu vas pas perdre le plus gros, tu vas juste perdre la somme avec laquelle tu fais du trading, qui par définition est la somme que tu acceptes de perdre. Ensuite, la deuxième solution, c'est qu'il existe des alternatives directement sur la blockchain, que ce soit DYDX, GMX ou encore plein d'autres qui permettent par exemple de faire des options sur la blockchain. Ce sont des choses qui existent. Alors certes, c'est moins intéressant au niveau des frais que ce que peut proposer une énorme entité centralisée, mais ça n'empêche que ce sont des sites et des applications qui commencent à gagner en puissance, notamment avec les récents événements sur FTX. Si ça t'intéresse, il y a une vidéo sur la chaîne sur GMX qui explique exactement comment ça fonctionne. Le troisième point, c'est de ne jamais laisser tes crypto-monnaies sur un échange plus de quelques heures. Ça m'arrive de passer des sommes plus importantes sur un échange, mais si je le fais, c'est vraiment juste pour m'éviter des frais. Si tu as déjà eu besoin de bridger des sommes assez importantes, tu t'es peut-être rendu compte que les frais de bridge directement sur la blockchain, dans certains cas, peuvent être assez élevés. Et même pour des sommes plus petites, parfois ce sont des frais qui sont flat. Et ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé il y a pas longtemps. Je voulais bridger une centaine de dollars et j'en avais pour 20 dollars de frais. Globalement, quand ce truc-là t'arrive, il n'y a aucun souci, tu envoies ton argent chez Binance ou l'équivalent, et eux s'occupent automatiquement de pouvoir te changer ta blockchain sans aucun souci. Et là, tu payes absolument rien en frais. Mais quand je fais ce genre d'opération, mon argent qui se retrouve sur un échange, il est juste sur l'échange pendant quelques heures. Et plus généralement, seulement quelques minutes. Parce que je sais directement là où je veux le renvoyer, sur quelle blockchain, je fais juste le swap et let's go. Ça permet clairement de minimiser les risques, parce qu'il y a très peu de chances que, à l'instant T, pile là où les quelques minutes je passe mon argent dessus, l'échange fasse faillite et arrête tout simplement de traiter les demandes. C'est extrêmement improbable. Et de ce côté-là, oui, ça reste extrêmement pratique les échanges, je dénigre absolument pas ça. Et la quatrième règle qui celle-ci permet vraiment de spotter les arnaques, c'est les sites
c'est les sites qui te promettent de te payer des intérêts qui sont flat sans aucune condition. Ces trucs-là, tu prends littéralement la fuite. Si tu veux un exemple, tu avais Celsius, tu avais BlockFi. Ces deux entités-là te promettaient que si tu déposais ton Bitcoin chez elles, tu pouvais générer entre 5 et 8% d'APR ou d'APY, je ne sais plus, directement. Il me semble qu'il n'y avait pas de blocage, que tu pouvais en disposer comme tu voulais. Si tu as déposé ton argent là-dessus, eh bien, il fallait réfléchir. Parce qu'à l'heure actuelle, avec du Bitcoin, de l'Ethereum ou même des stablecoins, générer 8% tout en gardant ces crypto-monnaies-là, c'est impossible. Le Bitcoin ne permet en soi pas de générer des intérêts, donc d'où tu les sors les 8%. Pour l'Ethereum, il permet de générer des intérêts, mais ils sont beaucoup plus faibles que 8%. Et pour les stablecoins, notamment le Tether ou l'USDC, l'écrasante majorité des positions qui sont considérées comme safe doit payer environ 0,5 à 2% d'APR ou d'APY. La seule possibilité du coup de venir rémunérer les gens, c'est de venir prendre des risques avec les crypto-monnaies des utilisateurs. Soit de venir parier sur des crypto-monnaies qui sont plus petites, soit de venir appliquer des effets de levier dessus. Il n'y a aucun autre moyen de générer ces 8% d'intérêt sur du Bitcoin par exemple. Aucun. Donc à chaque fois qu'on te promet des intérêts stables, peu importe la somme qu'on vient de déposer, c'est qu'il y a un problème quelque part. Notamment quand ces intérêts-là sont importants, c'est-à-dire qu'ils vont venir dépasser, disons, les 5% environ. Et au-delà de 8%, là c'est vraiment un red flag, vraiment méfie-toi. Si c'était possible de faire ça sans risque, ça se saurait. Et là, si t'es un petit peu deep dive dans la DeFi, tu vas me dire, mais il y a certaines pools qui payent ça, voire même plus dans certains cas. Et là je vais te dire que même moi j'en connais quelques-unes personnellement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces pools de liquidité-là qui vont te payer jusqu'à 10%. Elles payent 10%, mais elles sont dynamiques. C'est-à-dire qu'il y a une certaine quantité d'argent qui est distribuée par époque de temps, et que plus il y a d'argent qui est stacké dans ces pools de liquidité-là, et bien moins il va y avoir d'intérêt pour tout le monde. Et donc non, par conséquent, c'est pas une arnaque. Tu prends juste les risques parce que tu vas aller sur des blockchains qui sont peu connus, ou alors que les projets en question sont un petit peu soit bancals, soit très peu connus. Mais oui, ce genre de pool de liquidité avec des 10% sur deux stablecoins qui sont plutôt connus, oui ça existe, hein, et même tu peux choper jusqu'à 10, jusqu'à 20% sur certaines d'entre elles. Mais ce sont pas des positions sans risque, et en plus de ça, tu peux pas venir stacker une infinité d'argent dessus pour garder cet APR. À partir du moment là où la pool elle commence à être connue, eh bien il y a de plus en plus d'argent qui va venir être stacké dessus, ce qui va venir faire baisser l'APR jusqu'à ce qu'il tombe à environ 3-4%, et là c'est des rates qui sont à peu près standards. Pour certains, les plus gros, ça diminue encore plus, comme par exemple sur AV, là où à l'heure actuelle, sur de l'USDC ou de l'USDT, tu dois pouvoir choper, je sais pas, 0,5, 0,8%, ce qui n'est clairement pas intéressant. Et ça c'est parce qu'on a établi que prêter sur AV c'est quasiment sans risque. Alors c'est plus ou moins faux parce que ça va dépendre de ce que tu vas venir prêter. Par exemple, si tu vas venir prêter des stablecoins, il y a quand même les risques qui sont associés à ces stablecoins là. Si demain on se rend compte que Tether, la boîte derrière l'USDT, eh bien elle a pas la somme qu'elle dit qu'elle a, et donc elle peut pas venir rembourser un pour un tous les Tether, ben le prix du Tether va se péter la gueule, et donc t'as beau avoir généré tes petits intérêts, malheureusement il y avait un risque dessus, et le risque là n'était pas sur AV directement, mais sur la crypto-monnaie que tu as utilisée. Et on l'a déjà vu notamment avec le cas de Tornado Cash, les Tether, les USDC peuvent être totalement bloqués, et ce sans que tu puisses faire quoi que ce soit. Il y a une fonctionnalité dans le smart contract qui s'appelle blacklist, et les personnes qui gèrent ce smart contract là peuvent décider d'appeler la fonction blacklist, d'en rentrer une adresse, et cette adresse là n'a plus possibilité de venir dépenser ses USDC ou alors ses USDT. C'est pour ça que les stablecoins, ce n'est pas sans risque, il faut le savoir. Donc dans cette vidéo, tu as appris comment éviter les pièges les plus courants. La première chose, c'est d'avoir entre 95 et 99% des crypto-monnaies sur un wallet dont tu possèdes les clés privées. De préférence sur un wallet physique, notamment quand tu commences à avoir un petit peu d'argent. Si ça t'intéresse d'acheter un wallet physique, il y a un lien dans la description. Ce lien là, c'est le lien de chez Ledger, et il y a 10% à l'heure actuelle avec le code du Black Friday. C'est valable jusqu'à lundi matin. Et ce lien là, c'est un lien d'affiliation, donc si tu achètes avec celui-ci, il y a un pourcentage qui m'est redistribué sans surcoût pour toi. La deuxième règle, c'est d'avoir le minimum d'argent possible sur les échanges, ce qui d'ailleurs, maintenant que je les relis, ressemble quand même pas mal à la première finalement. La troisième, c'est de ne jamais laisser tes crypto-monnaies sur un échange plus de quelques heures. Et la quatrième, c'est de te méfier et surtout de partir en courant lorsque tu vois un site qui paye des intérêts qui sont flats et qu'il n'y a pas de conditions derrière, parce que c'est tout simplement impossible. Je vais placer ton argent sur un fonds commun d'investissement, puis rebalancer les intérêts sur un compte en devises étrangères indexé sur les valeurs boursières, et il n'y a plus rien. Et quoi? Ben il n'y a plus rien, tout s'est envolé. Voilà donc pour cette vidéo. J'espère que j'ai pu t'apprendre certaines choses, et si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour voir mes prochaines vidéos. Merci à toi de ton attention, c'était Cryptomage. Sur ce, à plus. Ciao.